Bonjour à toutes et tous. Bienvenue donc pour cette table ronde qui porte sur un sujet d'actualité dont vous avez certainement déjà entendu parler, l'adaptation au changement climatique, avec une approche assez spécifique qui va tourner autour de la réalisation du diagnostic de vulnérabilité, donc une étape incontournable de toute démarche territoriale d'adaptation au changement climatique. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis Nicolas Beaupied, directeur de projet adaptation au changement climatique au CEREMA, qui est un établissement public que je vais présenter très rapidement par la suite. Et je suis accompagné donc de Marc Fleuret, président du conseil départemental de l'Indre, qui a initié une démarche territoriale d'adaptation au changement climatique, et d'Adrien Dombis, qui est chef de projet chez Transition, qui est le cabinet de conseil qui accompagne le département de l'Indre, l'ADEME et la DDT dans le cadre de cette démarche. Je vais leur laisser la parole évidemment dans quelques minutes. Simplement, donc je voulais... Est-ce que ça fonctionne ici? Non. Si, c'est bon. Il y a un petit décalage. Donc le CEREMA, établissement à gouvernance partagée entre l'État et les collectivités. Cette gouvernance a évolué très récemment. Donc aujourd'hui, il y a, c'est vrai, une facilité de coopération entre cet opérateur du ministère de la Transition écologique et les collectivités. Via la quasi-régie, le CEREMA peut accompagner vos collectivités sur tout type de démarches liées à la transition écologique et donc sur l'adaptation au changement climatique en particulier. Vous voyez sur cette petite infographie, il y a des antennes un peu partout, des directions territoriales qui sont là aux côtés des collectivités. Je vais vous épargner les différentes thématiques que vous voyez apparaître là sur cette slide sur lesquelles on peut intervenir, mais sachez en tous les cas qu'un certain nombre d'experts et d'expertes sont aux côtés et peuvent travailler avec vous, notamment sur la réalisation de diagnostics de vulnérabilité, le sujet dont on va parler aujourd'hui. Alors, sur l'adaptation au changement climatique, quelques petits mots introductifs. Je pense que Adrien pourra compléter ça aussi dans sa présentation. Vous le savez peut-être, aujourd'hui, le ministère de la Transition écologique, le ministre, a proposé qu'un objectif, une trajectoire plus exactement, d'adaptation à un réchauffement de 4 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, soit mis sur la table. Et c'est donc dans ce scénario de réchauffement aujourd'hui que les collectivités, les territoires doivent s'ancrer. Ça, évidemment, ne remet pas en question tous les travaux, toutes les démarches d'adaptation qui ont pu être mises en place précédemment. Mais disons que là, ça rend un peu plus concret l'idée qu'en 2100, je ne l'ai peut-être pas dit, ce réchauffement en France devrait être de plus 4 degrés. Donc c'est ce scénario-là qu'aujourd'hui, vous, les territoires, peut-être les maires, devez avoir en tête et sur lequel vous devez finalement vous baser pour construire vos études, vos plans et, je dirais, tous les projets liés à l'adaptation au changement climatique. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de revenir sur tous les effets qu'on voit apparaître depuis plusieurs années maintenant, qui se sont, je dirais, intensifiés, peut-être notamment l'année dernière, lors de l'été 2022. En 2023, il y a un certain nombre d'événements aussi climatiques qui ont touché la France et qui montrent que finalement l'adaptation, ce n'est pas un sujet lointain, contrairement à ce qu'on pourrait penser et contrairement à ce que finalement évoque cet objectif, ou en tout cas cette trajectoire de réchauffement à l'horizon 2100. C'est maintenant que les territoires doivent travailler là-dessus. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être aujourd'hui une prise de conscience qui est un peu tardive sur cette trajectoire-là et sur l'idée qu'il faut travailler l'adaptation au changement climatique. On dit souvent que c'est le parent pauvre des PCAET, l'adaptation, des plans climat, air, énergie territoriaux. Et c'est vrai que je pense que ça l'était, ça l'est encore, le parent pauvre, de fait que finalement l'adaptation est vue comme finalement gestion de crise un peu réactive et que on a du mal à se projeter, les élus en général, mais je pense l'ensemble de la population a du mal à se projeter sur un temps long. Et c'est de ça dont on a besoin, c'est de se projeter sur du temps long avec des mesures vraiment systémiques qui transforment le territoire. Donc, la dimension territoriale de l'adaptation, elle est plus à questionner. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'adaptation, ça se passe au niveau des territoires. C'est localement que les actions peuvent être mises en place. Donc, c'est pour ça qu'il faut un diagnostic précis de ce que sont les vulnérabilités, les risques auxquels peut être confronté le territoire. C'est de ça dont vous parlez Marc Fleuret et Adrien Dombis.
J'insiste sur cette idée que chaque territoire, c'est-à-dire à l'échelle d'un bassin de vie, d'un EPCI, d'un département, d'une région, devrait aujourd'hui avoir un diagnostic de vulnérabilité. Il y a sans doute un problème d'organisation aussi qui explique le fait que l'adaptation soit un petit peu justement le sujet laissé de côté très souvent dans les démarches de transition écologique. C'est de ça dont vont nous parler mes intervenants. La coordination locale entre les acteurs est essentielle dans une démarche d'adaptation. Et là, on en a un bel exemple de ce qui peut être fait pour justement essayer de casser la culture du travail en silo. La concertation, elle est au cœur aussi d'une démarche d'adaptation. Évidemment, elle est liée au point précédent. Concertation entre les acteurs locaux, nationaux, et je dirais tous les types d'acteurs, qu'ils soient privés, publics, associatifs, parce que ça touche tout le monde. Et évidemment, on ne peut pas oublier les citoyens, les citoyennes qui vont en premier lieu qui subissent déjà les effets du changement climatique. Donc un diagnostic de vulnérabilité, et c'est ce que vous avez fait, peut être construit avec cette idée de la concertation, du collectif et du travail en commun qui vient justement casser, on va dire, les catégories, les silos, comme on dit. Et c'est aussi, je pense, là qui est intéressant de votre démarche. Et Adrien, tu insisteras un petit peu là-dessus. Donc voilà, j'ai déjà dit en gros ce qui avait été fait dans l'Indre. Je vais laisser la parole à Marc Fleuret et ensuite à Adrien. Et voilà, j'ai envie de vous demander, Monsieur Fleuret, finalement, quelle a été la genèse de ce projet, de cette démarche d'adaptation au changement climatique qui a été initiée il y a quelques années maintenant, et en quoi finalement le copilotage multipartenarial est original et comment il est né également. Très bien, bonjour à tous. Donc, au niveau du département de l'Indre, on a été impacté par plusieurs phénomènes climatiques successifs. On a eu des feux en 2019 qui ont ravagé 40 hectares de forêt. On a eu des épreuves du bac qui ont été décalées pour des raisons de forte chaleur dans les salles. On a eu également un impact puisqu'on est une zone où on a beaucoup d'étangs. Donc sur l'activité touristique, puisqu'on a eu les étangs qui ont fortement baissé de niveau, et on a eu des cyanobactéries qui sont venues envahir les zones de baignade. Donc ça nous a fortement mis en difficulté. Et donc on s'est mis autour de la table, l'État, l'ADEME et le département, pour se dire, fort de ce constat-là, comment peut-on réagir et s'adapter à ce changement climatique? Alors, on a lancé une étude, donc on a été accompagné. On a fait une première réunion où on a invité l'ensemble des élus du département à venir partager, j'allais dire, le constat, et surtout faire en sorte que tous les acteurs politiques du département aient le même niveau de connaissance par rapport à cette adaptation au changement, et donc on puisse ensuite partir sur une base commune. On a lancé cette initiative, on y croyait, mais on ne pensait pas qu'on allait avoir un tel engouement, puisque on a un peu plus de 200 maires sur le département, et on a fait une première session remplie, puisqu'on s'était fixé 100 maximum, et on a dû refuser du monde. Donc vraiment, dès le départ, un vrai engouement au niveau des acteurs politiques. Ensuite, dans un deuxième temps, on a réuni l'ensemble des acteurs qui le souhaitaient pour qu'on partage l'ensemble de nos connaissances, et que toutes ces connaissances et ces moyens d'action mis bout à bout, finalement, puissent faire naître des actions que l'on pourrait mettre en place. Et là, pareil, on a eu énormément d'acteurs qui ont répondu avec, alors j'aime pas l'expression guichet fermé, mais en tout cas c'est un peu l'idée, encore une fois, avec des gens qui finalement d'habitude fonctionnaient de façon tubulaire, ne communiquaient pas forcément entre eux, chacun faisait les actions dans son coin. Et on a mis tout le monde autour de la table. Le fait que, l'État était présent, ça dépassionne un petit peu les débats. 2, que les collectivités soient présentes, il y a un vrai ancrage territorial, et on parle du département, et on va s'affairer pour trouver des adaptations par rapport à notre département. Et c'est ce qu'on souhaitait, c'était avoir une réponse vraiment locale. Voilà, donc
Là, on va dire qu'on rentre dans la phase finalement la plus intéressante puisqu'on va mettre en place des actions. Le département a commencé déjà à mettre des actions en place, notamment on a fait intervenir des spécialistes pour qu'on puisse reverdir l'ensemble des cours d'école de nos collèges, sur nos 27 collèges, avec des thermiciens, des botanistes, enfin voilà, on a fait les choses encore une fois en mettant tout le monde autour de la table. Et puis bien sûr, on a des aides financières, c'est-à-dire que les communes qui souhaitent reverdir leur cours d'école, on vient financer ce reverdissement et on les aide également sur l'acquisition de récupérateurs d'eau sur leurs bâtiments communaux pour permettre de réutiliser l'eau de pluie. Voilà. Donc on a bien sûr beaucoup d'autres actions qui sont en cours de finalisation et ça c'est un peu le travail de notre cabinet qui nous accompagne. Très bien, merci Marc Fleuret. Peut-être Adrien, effectivement, tu pourras à partir de maintenant nous dire comment vous travaillez dans le cadre de l'élaboration notamment du diagnostic de vulnérabilité, hein, qui est la première étape, disons, incontournable de toute démarche d'adaptation au changement climatique. Exactement, merci Nicolas, merci Monsieur Fleuret. Donc je ne vais pas revenir sur la genèse du projet puisque ça a été très bien fait. Donc simplement vous préciser que nous, Transition, avec nos partenaires Julie Fabre et Lisa Russo, qui sont deux expertes, on accompagne donc le département, l'ADEME et la DDT depuis début 2022. On a donc réalisé un travail en 2 temps. Une première étape, donc, qui est le diagnostic de vulnérabilité du territoire, qu'on a démarré formellement en septembre 2022 et qui s'est terminé cet été au mois de juin 2023. Et donc, c'est ce sur quoi je vais insister un petit peu dans la suite de ma présentation. Et simplement pour vous préciser, comme le disait Monsieur Fleuret, à partir de la semaine prochaine, on lance dans l'Indre 3 groupes de travail thématiques qui vont se réunir à plusieurs reprises jusqu'à l'été. On a la chance d'avoir plus de 90 acteurs qui vont contribuer à ces groupes de travail. Et ensemble, on va réfléchir à la stratégie et au plan d'action que concrètement on peut mettre en œuvre dans le territoire de l'Indre. Donc sur la phase de diagnostic, tout l'enjeu c'est de se dire finalement à quelles conséquences on doit se préparer à faire face dans l'Indre, quels sont les effets du réchauffement climatique qu'il faut anticiper. Et donc concrètement, ça passe par plusieurs étapes de raisonnement, plusieurs questions. La première, c'est concrètement comment va se manifester le changement climatique. Très concrètement, comment vont évoluer les températures, les précipitations, la sécheresse des sols. Comment ces phénomènes-là vont se modifier au cours des décennies à venir. Ensuite, comment est-ce que ça se répercute très concrètement sur nos services publics, nos activités économiques, les populations, leur qualité de vie, leur confort, leur sécurité. Et puis ensuite, vient se poser un peu la question des vulnérabilités du territoire en tant que tel, de ce qui vraiment est propre à l'Indre, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques propres de ce territoire en termes de géographie, de structure économique, de paramètres de la population, qui font que l'Indre sera plus particulièrement concernée par certaines conséquences du changement climatique. Et puis ensuite, il y a tout un travail important de priorisation. Toutes les conséquences du changement climatique ne se valent pas. Il y a certains sujets qui vont être peut-être plus prégnants que d'autres à l'avenir. Et donc, c'était aussi un des enjeux de ce travail de diagnostic. Donc, en termes de méthode de travail, d'abord sur les enjeux peut-être de ce diagnostic de vulnérabilité. Pourquoi prendre 9 mois pour faire un diagnostic? Puisque c'est quand même une question qu'on a eue, c'est un travail assez conséquent qu'on a fait, pendant lequel on a voulu mobiliser déjà beaucoup d'acteurs du territoire. Déjà d'une part parce que le changement climatique ne se manifeste pas partout pareil sur tous les territoires. On n'est pas concerné par les mêmes enjeux dans l'Indre qu'en Vendée, que dans le Morbihan, que dans le Bas-Rhin ou que sais-je, les Alpes-Maritimes. Il y a vraiment des enjeux qui sont très propres à ce territoire, qui sont liés donc à des paramètres d'évolution du climat et au fait que ce territoire est particulier en termes de par exemple, dans l'Indre, on a une population qui est assez âgée, on a une géographie qui est particulière, on a beaucoup de zones humides, on a un patrimoine naturel qui est très spécifique, très remarquable, avec beaucoup d'espèces endémiques. C'est autant de paramètres qui font que l'adaptation dans l'Indre, c'est particulier et c'est pas la même qu'ailleurs. Donc, premier enjeu. Juste si je peux me permettre, c'est extrêmement important pour nous, les élus de terrain, qu'on n'ait pas une solution toute faite qu'on pourrait, j'allais dire, dupliquer sur l'ensemble des territoires. Nous, ça nous intéressait pas. Ce qu'on voulait, c'était vraiment avoir quelque chose de très précis et qui corresponde vraiment à la fois à notre environnement, notre population et notre géographie. Si on a une application, j'allais dire que ce qui est fait dans l'Indre, si on fait exactement la même chose en Vendée, ça n'aura pas de sens. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de vraiment avoir une solution qui soit adaptée. Et c'est vrai que là-dessus, effectivement, on a mis du temps, mais parce qu'on a répondu à cette attente
du local. Et ça, je pense que c'est la base de la réussite. Exactement. En tout cas, c'est vraiment le travail qu'on a essayé de faire. Et puis donc, comme je vous le disais aussi, un enjeu dans ce diagnostic, c'est quand même d'arriver à prioriser les impacts. Peut-être être lucide sur le fait que dans les décennies qui viennent, on n'aura pas les moyens, ni les collectivités, ni les acteurs privés, de s'adapter à tout, de faire face à tout parfaitement, et que donc il faut peut-être faire des choix, prioriser, trouver les secteurs sur lesquels il y a le plus d'enjeux, les activités sur lesquelles il faut peut-être mettre encore davantage de moyens pour réussir cette adaptation au changement climatique, et c'est donc aussi une des priorités de ce diagnostic. En termes de parti pris pour ce diagnostic, nous, on a fait le choix d'insister vraiment sur 3 dimensions qui nous paraissaient vraiment importantes. La première, c'était le fait vraiment d'anticiper et d'avoir un diagnostic qui nous permette de voir un peu loin et de se projeter sur ce que peuvent être les conséquences du changement climatique aujourd'hui, demain et dans les quelques décennies à venir, avec l'idée de se dire que plus on se prépare tôt et plus on anticipera le passage à l'action, mieux on sera prêt le moment venu. Et donc, il nous fallait un diagnostic qui nous permette, dans la suite du travail, de pouvoir voir loin et d'anticiper l'adaptation au changement climatique du territoire dans une vraie perspective de long terme. Le deuxième point, c'est qu'on a essayé de le faire avec beaucoup de méthodes, et pour ça, on s'est appuyé sur un outil qui existe au niveau national, qui est la méthode TACT de l'ADEME, qui définit un certain nombre de principes méthodologiques, d'outils de travail et un process de construction du diagnostic, qui permet ensuite d'aboutir à des trajectoires d'adaptation et donc à un plan d'action d'adaptation qui est adapté à différentes évolutions du changement climatique. Et puis le dernier point qui était vraiment important, c'est vraiment la dimension collective, comme l'ont bien dit Nicolas et Monsieur Fleuret. L'idée, c'était pas que nous, le bureau d'études, on arrive, on pose le diagnostic sur la table et c'était terminé. On a vraiment pris le temps de le travailler avec les acteurs du territoire. Il y a déjà énormément d'expertise qui existe en fait au niveau des collectivités et de leurs services, au niveau des entreprises, au niveau des filières économiques, au niveau des associations. Il y a beaucoup de connaissances qui existent et nous, notre objectif, c'était aussi d'entendre les besoins et les contraintes de chacun et de valoriser les connaissances qui existent déjà. En termes de processus, 2 gros piliers à ce travail de diagnostic. Un volet très technique que nous avons plutôt réalisé à notre échelle, le bureau d'études, qui a donc consisté à extraire notamment des données de projection climatique qui, en France, sont produites par Météo France. C'est ce qu'on appelle notamment le portail DRIAS. Et ensuite, un gros travail d'analyse de tous ces paramètres climatiques pour en tirer déjà peut-être une première idée de ce que pouvaient être les répercussions sur le territoire de ces différentes dimensions. Et puis, on en a produit des indicateurs, des cartographies, des outils de visualisation qui ont permis aux acteurs d'arriver à se projeter dans ce futur climatique. Et puis, comme je vous le disais, le deuxième grand pilier, c'était la co-construction du diagnostic. On a réalisé notamment 2 séminaires qui ont réuni plus de 100 personnes chacun, des élus locaux, des personnes des services techniques des collectivités, des entreprises, des associations, beaucoup de monde. Et comme le disait Monsieur Fleuret, on était à guichet fermé sur ces événements. Donc une belle réussite, et à chaque fois, c'était des vraies journées de travail avec des ateliers qu'on avait préparés pour faire produire des éléments de diagnostic, et puis un atelier technique qui est venu compléter ce travail-là en mai, mais donc une vraie dimension de travail avec tous les acteurs du territoire. Le fait de faire ça aussi, ça nous a permis sur certaines tables d'avoir des gens qui ne se parlaient jamais. C'est-à-dire qu'on avait par exemple Indre Nature, on avait les chasseurs, on avait les propriétaires terriens, on avait la chambre économique. Des gens qui finalement quelque part avaient des visions sur ce que l'autre faisait sans avoir jamais échangé avec eux. Et ça a vraiment cassé vraiment les barrières entre les gens. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Cette étape-là, elle est primordiale. Ouais, peut-être effectivement là-dessus, c'est un point que j'ai pas nécessairement évoqué précédemment, mais dans un diagnostic de vulnérabilité, il y a aussi ça, le fait d'assumer les points de divergence, d'assumer qu'il puisse y avoir des conflits, éventuellement même des renoncements. Voilà, c'est aussi ça. On va loin dans un diagnostic de vulnérabilité. C'est pour ça que ça prend du temps et que ça demande beaucoup de dialogue. Je te laisse continuer, Adrien. Et dernier point, peut-être pour compléter ce que vous disiez sur l'importance de cette mobilisation. Quand je vous disais que là, la semaine prochaine, on lance nos groupes de travail sur la stratégie, le plan d'action et qu'on va avoir beaucoup de monde, je pense que c'est aussi parce qu'on a réussi à construire cette dynamique depuis quasiment 1 an et que cette phase de diagnostic à laquelle on a associé les acteurs ont permis aussi une prise de conscience que tout le monde allait être concerné d'une manière ou d'une autre dans son champ d'activité par les conséquences du réchauffement climatique. Et ça donne simplement aux collectivités, aux entreprises, aux filières, à tout qui vous voulez, vraiment l'envie de s'impliquer et de comprendre qu'il y a un enjeu à s'engager dans la démarche collective. Et donc ça a vraiment été aidant
et on a lancé une dynamique au cours de toute la phase de diagnostic. Pour aller rapidement sur quelques résultats spécifiques au département de l'Indre, mais pour vous montrer un peu à quoi on aboutit, donc là on est vraiment sur une synthèse très très simplifiée du diagnostic, mais donc simplement pour vous préciser que par exemple dans l'Indre, le changement climatique, si on se place dans les trajectoires les plus pessimistes, on pourrait avoir à terme, par exemple, des maximums de température de plus 6 degrés sur les journées d'été, un certain nombre de journées et de nuits qu'on appelle tropicales dans un département comme l'Indre, une abondance de forts épisodes de précipitations, donc avec des risques derrière, notamment sur les périodes hivernales, des gros risques de sécheresse dès le début du printemps, ou encore voilà, des vraies problématiques liées presque à l'effet cocktail de tous ces facteurs. Concrètement, ce que ça implique dans l'Indre en termes de conséquences sur les activités, nous, on a identifié à l'issue du diagnostic qu'il y avait un peu 7 dimensions, 7 secteurs d'activité sur lesquels il fallait vraiment travailler pour prendre en compte les effets du réchauffement climatique dans l'Indre. Ce sont dans l'ordre la question de la ressource en eau et de sa gestion, évidemment, le secteur agricole et alimentaire qui est très important dans l'économie, le paysage et le territoire de l'Indre, la question des milieux naturels et de la biodiversité, avec notamment des enjeux très spécifiques à l'Inde, mais notamment les milieux humides qui sont très, très prépondérants dans ce territoire, des questions liées à la santé et notamment liées par exemple au fait que la population du territoire est globalement dans son ensemble vulnérable pour des questions d'âge ou de précarité, la question de la qualité de vie de ce territoire qui est quand même essentielle. On est encore sur un territoire rural où la qualité de vie est très bien préservée et donc il y a un enjeu à anticiper la manière dont cela évoluera. La question des réseaux et des infrastructures, donc notamment sur tout le volet énergie, transport, qui risque d'être sérieusement impacté, notamment par des événements extrêmes. Et enfin, la question des activités économiques. Il y a quand même un tissu qui existe dans l'Indre, notamment un tissu industriel, et donc il y a aussi une question qui se pose sur l'avenir de ce secteur-là face au changement climatique. Et donc à l'écran, si c'est pas trop petit, quelques exemples d'impact assez précis auxquels on se prépare à devoir faire face dans l'Indre. À l'issue du diagnostic, on a identifié 18 impacts qui se répartissent entre ces 7 secteurs et sur lesquels on va travailler dans la suite de la démarche pour construire la stratégie et les actions. Donc concrètement, au global, le portrait qui se dessine pour le territoire, c'est que c'est un territoire qui, face au changement climatique, a un certain nombre d'atouts. Et donc ces atouts, on va essayer de les mettre à profit quand on va construire le plan d'action au changement climatique, en se disant que ça va être aidant pour préparer l'adaptation de ce territoire. C'est notamment les ressources naturelles qui sont très importantes. Et on sait que l'adaptation fondée sur la nature, c'est aussi une solution pour préparer les territoires au changement climatique. Et donc on va essayer de beaucoup s'appuyer là-dessus et un certain nombre de fragilités que j'ai déjà évoquées et sur lesquelles on va essayer de travailler dans la suite de la démarche pour rendre le territoire plus robuste, plus résilient. Simplement un mot pour vous préciser que du coup tous les livrables de ce travail sont désormais publics. Donc si ça vous intéresse d'aller voir à quoi ressemble un diagnostic de vulnérabilité, vous pouvez y accéder. Il y a le petit QR code que vous pouvez scanner et sinon vous chercherez Diagnostic Stratégie Climat 36 sur Internet et vous tombez sur le site de la préfecture de l'Indre où sont hébergées toutes les productions, toute cette matière. Et donc il y a notamment tout un recueil d'indicateurs sur les évolutions du climat, des fiches impact assez précises qui détaillent pour chacun des 18 impacts qu'on anticipe dans l'Indre, les facteurs qui font que le territoire est peut-être vulnérable à ces enjeux, des retours d'expérience d'acteurs sur des phénomènes déjà rencontrés, et voilà. Donc un portrait assez complet des paramètres de diagnostic sur ces enjeux. Et pour terminer rapidement, préciser donc que les 3 groupes de travail qu'on va lancer à partir de la fin du mois, on les a construits en vraiment s'appuyant sur ce travail de diagnostic, sur les résultats et sur les enjeux prioritaires. Et donc dès la semaine prochaine, on réunira les acteurs autour de 3 sujets. Préserver nos milieux naturels et conserver nos ressources dans un contexte de changement climatique, préserver les activités économiques et les services de base et infrastructures de base du territoire, et garantir la santé, la sécurité et la qualité de vie pour la population de l'Indre. Donc 3 groupes de travail qu'on va maintenant lancer et qui se poursuivront jusqu'au mois de juin. Merci beaucoup Adrien. Un petit mot de conclusion, Monsieur Fleuret? Oui, alors déjà si vous souhaitez avoir des informations, bien sûr les services du département de l'Indre sont à votre disposition, parce que je pense qu'aussi dans cette lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation, il faut qu'on soit solidaires les uns les autres, et quand il y a des exemples qui fonctionnent, il faut qu'on puisse s'entraider et se les transmettre.
Mais je pense que ce qui est aussi important de retenir, c'est qu'effectivement, il faut qu'on s'adapte à ce changement climatique, mais il ne faut pas oublier qu'il faut continuer à lutter contre le changement climatique. Nous, on a un gros plan d'action, notamment sur tous les bâtiments du département de l'Indre, de plus de 10 millions d'euros pour travailler sur les chauffages, pour travailler sur l'isolation, pour travailler sur tout ce qui est production d'énergie. Et je pense que ces actions communes font que la mentalité globale change. On a une zone naturelle qui est classée Ramsar dans la Brenne, qui est une partie de notre département. Les acteurs ne se parlaient pas. Pour ceux qui étaient plutôt réticents, ils disaient que ça les intéressait pas. Pour ceux qui étaient à l'intérieur, ils comprenaient pas forcément pourquoi les autres ne comprenaient pas. Et aujourd'hui, ça fait déjà 2 réunions que je fais où on travaille ensemble avec notamment la Chambre d'agriculture qui est venue voir comment les agriculteurs au cœur de cette réserve pouvaient faire de l'agriculture autrement. Voilà. Donc je pense que ce dialogue, il est extrêmement important et il faut qu'il soit porté par les élus que certains d'entre vous êtes, parce que sans cette dynamique des élus, ça peut pas fonctionner. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, on ne l'a pas dit en introduction, mais atténuation et adaptation au changement climatique sont évidemment parfaitement compatibles et indissociables. Et donc, dans votre territoire, comme dans bien d'autres, on travaille sur ces 2 piliers. On a 2 ou 3 minutes pour quelques questions. N'hésitez pas, si vous en avez, sur cette démarche, plus globalement sur la façon de réaliser un diagnostic de vulnérabilité. Bonjour, Ludivine Guérino, je suis présidente d'une association qui, ouais, avec le masque, c'est pas facile, d'une association qui s'appelle Réaction Commune et qui accompagne collectivités vers plus de résilience territoriale pour mettre au sein d'une même table des élus, mais aussi les citoyens. Et donc, ma question, c'était comment, du coup, notamment dans la partie groupe de travail, donc après le diagnostic des vulnérabilités, vous impliquez, du coup, les citoyens, parce que, du coup, ils sont aussi directement concernés. Donc, pas forcément au sein d'associations, mais vraiment le citoyen pur et dur en tant que tel. Oui. Alors très concrètement, sur la mobilisation des citoyens, elle n'était pas prévue à titre individuel dans le cadre du travail qu'on va faire, simplement parce que déjà, une stratégie d'adaptation à l'échelle départementale, c'est assez inédit. D'habitude, ce type de démarche se fait plutôt à l'échelle d'une intercommunalité. Et donc déjà, à l'échelle du département, quand on met bout à bout les principales filières économiques, les principales associations qui travaillent sur ces questions et les collectivités, on remplit déjà la plus grande salle qu'on a pu trouver pour faire nos réunions. Et ça fait déjà beaucoup d'acteurs à impliquer. Donc dans un premier temps, le travail de plan d'action et de stratégie qu'on va faire, on va le faire avec les collectivités et avec les différents acteurs qualifiés qu'on a identifiés dans tous les secteurs, mais en essayant d'être quand même représentatif autant qu'on le pouvait de la société civile. Le travail avec les citoyens, il se fera dans un second temps, parce qu'en fait, il y a aussi une des attentes de ce projet à laquelle on essaie de répondre, qui est d'accompagner la montée en compétences de chacun des acteurs, donc les entreprises, les associations, les collectivités. Nous, on fait un cadre stratégique à l'échelle départementale et un plan d'action qui est collectif à l'échelle départementale. Ensuite, déjà, peut-être que le département pourra se poser la question de la mobilisation des citoyens à cette échelle. Et puis surtout, chacun des acteurs engagés pourra ensuite aller plus loin, on va dire, dans sa propre stratégie, notamment peut-être les communes à leur échelle, les intercommunalités à leur échelle, les entreprises avec leurs parties prenantes. Et donc, dans ce cadre-là, il y aura aussi une nouvelle opportunité de mobilisation. Mais donc, le but, c'est d'avoir un cadre départemental et puis d'essaimer au maximum. Et cette dimension-là, elle viendra plutôt dans ce second temps. Ce qu'on a fait aussi, c'est que, j'ai oublié de vous le dire, mais on a embauché une personne qui est en charge ce dossier spécifiquement. Alors nous, on l'a embauché au sein du CEE du département et elle a pour mission d'accompagner l'ensemble des communes et bien évidemment sur la seconde phase, on va dire, pour la population. Voilà. Donc il y a aussi un soutien humain évidemment, vraiment spécifiquement sur ce dossier-là. Et préciser enfin que sur ce volet-là, on n'oublie pas complètement le grand public quand même. Il y a notamment porté par la DDT des conférences qui sont organisées, des animations type ciné-débat, des choses qui sont moins de l'ordre de la concertation, mais on est quand même déjà dans un registre d'information et de portée à connaissance auprès du public et de sensibilisation. Merci pour ces réponses. Est-ce qu'il y a une autre question ? Vous avez très rapidement parlé de divergences au cours de ces démarches. Comment vous faites justement pour gérer ces divergences et pour les surmonter ?
C'est la question qu'on pose à chaque fois, avec l'impression que tout le monde va un peu se bagarrer dans les réunions de travail qu'on organise et qu'on va avoir beaucoup de tensions. Non, je pense que le mot divergence était bien trouvé parce qu'on est vraiment de cet ordre-là. Et en fait, de manière très naturelle, quand on travaille avec les acteurs sur poser le diagnostic, je trouve qu'on arrive très vite à aboutir à du commun et à se rendre compte que sur un sujet comme la préservation des sols, par exemple, ou l'entretien des milieux naturels, qui peut être parfois, on sait, une sorte de tension entre les environnementalistes, le monde agricole. On arrive très vite à trouver un terrain d'entente parce qu'en fait, derrière, il y a les mêmes enjeux qui sont la préservation du territoire et la préservation des activités agricoles. Et à la fin, tout le monde un certain nombre d'enjeux et de problématiques communes qu'on arrive assez facilement à concilier. Donc en tout cas dans l'Indre, et je parle vraiment pour le cas spécifique de l'Indre, les quelques dissensions qu'on a pu avoir se sont traitées assez naturellement au cadre du diagnostic et on a réussi à vraiment poser un cadre d'enjeux communs qui convenait à tout le monde et sans conflit qui était insoluble. Je pense aussi, lorsqu'on a eu les acteurs face à nous, vraiment, dès le départ, on a posé les conditions du dialogue, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune parole qui n'a pas de valeur et beaucoup d'a priori, je pense, au départ, les gens ont beaucoup d'a priori sur ce que fait l'autre et finalement, en échangeant déjà, alors parfois c'est un peu musclé, on va pas vous cacher, mais de toute façon, in fine, comme l'objectif il est commun de s'adapter à ce changement, eh bien, les gens se rendent vite compte que s'ils se travaillent les uns contre les autres, ça ne fonctionnera pas. Alors, j'allais dire que notre département est un petit département, on est à 218 000 habitants, et c'est un département qui a l'habitude de fonctionner ensemble parce que sur des territoires ruraux comme le nôtre, si on travaille pas ensemble, on meurt ensemble. Donc, c'est pas terrible. Donc, les gens ont vraiment cette habitude de travailler ensemble. Et moi, je l'ai vu sur les premières réunions qu'on a fait, notamment, on avait le président d'Indre Nature qui, au départ, ne parlait pas du tout aux propriétaires terriens. Et très vite, en fait, ils se sont aperçus qu'ils avaient les mêmes sujets et les mêmes préoccupations. Et chacun l'exprimait différemment, mais en fait, ils voulaient atteindre le même objectif. Donc, il faut faire parler les gens et puis, finalement, un discours musclé, ça fait progresser. À partir du moment où il y a le respect, l'écoute, ça ne peut que fonctionner. Poser les règles aussi du débat dès le départ. Une dernière question. Bonjour, merci pour la présentation. Alors j'avais une petite question sur la méthode utilisée pour le diagnostic. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez construit pour cette mission ou est-ce que, comme l'ADEME était partenaire, il y avait des éléments de méthode qui étaient peut-être déjà donnés par l'ADEME? Est-ce qu'il y a un cadre de référence pour ces diagnostics sur lesquels on peut s'appuyer pour d'autres diagnostics sur d'autres territoires? Ouais, donc la méthode qu'on utilise est pour le diagnostic et ensuite pour toute la suite, y compris sur le plan d'action et la stratégie, c'est la méthode TACT de l'ADEME. Donc c'est un cadre qui est défini au niveau national. C'est une méthode qui n'est pas forcément très rigide à mon sens. C'est vraiment plutôt un cadre avec des principes méthodologiques, un découpage du travail en plusieurs étapes techniques qu'il faut essayer de respecter et puis un peu un guide avec les grandes questions à se poser à chaque étape. Donc ça c'est en libre accès, c'est public. Tout le monde peut s'en saisir. Il y a également un outil en ligne qui est mis à disposition par l'ADEME et qui permet aux collectivités d'avancer là-dessus. Sur le département de l'Indre, on a, de concert avec l'ADEME qui est partenaire du projet, fait quelques ajustements à certaines étapes, notamment pour lié aux spécificités de cette démarche, qui était le fait de le faire à l'échelle départementale, ce qui est quand même une très grande échelle, avec beaucoup d'enjeux très différents. Sur ce périmètre géographique qui est pas tout petit. Et deuxième point, qui était le côté apporter de la co-construction dans le diagnostic, encore plus peut-être que ce qu'encourage l'ADEME. Et donc, ça nous a fait faire quelques ajustements. Mais sinon, les grands principes de la méthode existent. C'est la méthode TACT, on les a suivis à peu près. Et ça a bien fonctionné à ce stade, je peux le dire. Merci beaucoup. Nous devons terminer cette conférence. Merci aux participants, merci aux intervenants, Monsieur Fleuret et Adrien. Et peut-être à bientôt.